Bonjour Monsieur Carolus, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation à intervenir lors de cette première édition de la FSMA Academy. La session d'aujourd'hui a porté sur la lutte anti-blanchiment. Pourriez-vous nous résumer les principaux points de votre présentation, s'il vous plaît? Je vous remercie de m'avoir invité à présenter la lutte contre le blanchiment. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit aux différents participants, c'est que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se décline en deux dimensions en Belgique. Il y a une dimension préventive, dans le cas de la loi du 18 septembre 2017, qui impose bien évidemment des obligations de compliance aux différents acteurs économiques, en ce compris les banques, les compagnies d'assurance et différents métiers du chiffre. Et ce que j'ai présenté davantage aujourd'hui, c'est la dimension éminemment répressive, la lutte pénale contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, au travers de l'article 505 du Code pénal. Alors l'article 505 du Code pénal est peut-être moins connu que les différentes directives anti-blanchiment, dont la 6e directive qui a été adoptée en 2024 maintenant et qui va bientôt être implémentée. Mais l'article 505, lui, en tout cas, a aussi été récemment modifié par une loi du mois de janvier 2024. Et il inclut désormais aussi, et j'ai attiré l'attention des différents participants, la lutte contre la fraude fiscale simple. Il prévoit également une circonstance aggravante pour les entités assujetties au système de la prévention contre le blanchiment de capitaux qui ne feraient pas, entre guillemets, preuve de suffisamment de vigilance. La peine qu'ils encourent va de 3 à 5 ans maintenant de prison ou d'emprisonnement. Et donc il y a là un intérêt tout particulier pour les agents économiques à être particulièrement vigilants parce que la répression pénale, bien évidemment, fait entrer les différents acteurs dans une autre dimension. Alors que faut-il en retenir au niveau de l'infraction et des éléments matériels de l'infraction? Les éléments matériels de l'infraction, eh bien, ce sont les 3 étapes du blanchiment. Bien évidemment, c'est l'introduction dans le système financier de sommes ayant une origine illégale, c'est le transfert de ces sommes et c'est le réinvestissement de ces sommes, les 3 étapes classiques dont vous pouvez être tenu responsable si d'une manière ou d'une autre vous y avez participé. Comment pouvez-vous y avoir participé d'un point de vue moral? On va considérer qu'effectivement vous ne deviez pas ignorer que l'origine était illégale pour ces sommes d'argent lorsque la partie qui vous demande de vous en occuper n'a pas de ressources légales, est un allocataire social ou a des revenus qui sont en disproportion avec ses activités réelles ou légales affichées. Dans ce cas-là, effectivement, vous pourriez être tenu comme coauteur d'une infraction de blanchiment, ce qui est particulièrement stigmatisant. En ce qui concerne le rôle du ministère public, comme je l'ai toujours dit, le rôle du ministère public dans la preuve de l'infraction du blanchiment s'en trouve assez simplifié parce qu'en définitive, en tant que membre du ministère public, comme avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles, dans les dossiers dont j'ai à connaître, nous devons simplement prouver que l'on peut exclure toute origine légale des fonds qui sont en possession de la personne qui est poursuivie pour une infraction de blanchiment. Voilà, on va dire bottom lines, les grands principes. Alors ce qu'il faut encore savoir, c'est que au mois de février 2024, le nouveau code pénal a été adopté. Il va entrer en vigueur en 2026. Et là, la grande nouveauté, c'est qu'il y aura la possibilité d'une sanction pécuniaire qui peut représenter, en termes de confiscation, jusqu'à 3 fois les bénéfices tirés, ou plutôt les profits tirés de cette infraction de blanchiment. Merci. Avec plaisir. Merci. Ma deuxième question à votre Oui. attention serait de connaître votre avis, sur base de votre expérience, Certainement. sur l'état actuel de la lutte anti-blanchiment en Belgique. C'est ça. Eh bien, effectivement, je suis aux premières loges en tant que membre du ministère public, ainsi que d'autres acteurs économiques. Lorsqu'on regarde la dernière publication du 16 juillet 2024 de la Banque nationale de Belgique, on constate que, d'après son évaluation, le blanchiment de capitaux en Belgique représenterait à peu près 16 milliards d'euros par an, ce qui correspondrait à 2 ou 4% du produit national brut intérieur de ce qu'on appelle communément
les activités illégales. Ceci étant, on voit que le blanchiment de capitaux connaît une inflation considérable, surtout en rapport, bien évidemment, avec une infraction qui nous fait sortir complètement, bien évidemment, de la criminalité en col blanc, c'est le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants génère énormément de capitaux qui doivent être blanchis par le système financier. Rien qu'en France, on considère que le trafic de stupéfiants représente 3,5 milliards d'euros par an de bénéfices illégaux. En Belgique, on n'a pas d'évaluation précise, mais bien évidemment, on peut faire une proportion compte tenu de la taille du pays. Mais ce sont aussi des centaines de millions d'euros qui doivent être blanchis au travers du système financier. À travers cela, c'est bien évidemment l'inflation la plus grande des activités de blanchiment. On remarque une caractéristique assez spécifique aussi au travers du dernier rapport de la CETIF, de la cellule de traitement des informations financières, qui est le réceptacle de toutes les dénonciations en matière de blanchiment, c'est qu'il y a eu une progression de plus de 50% en un an. Et ce qui est particulièrement interpellant aussi, comme le dévoile aussi la CETIF, c'est qu'il y a une professionnalisation du métier du blanchiment. On remarque que le blanchiment se fait maintenant par le truchement de professionnels, que ce soit, on va dire, des avocats véreux, des hommes d'affaires peu scrupuleux, des spécialistes du chiffre qui n'hésitent pas à aider des criminels à constituer des sociétés offshore ou les aider à blanchir, bien évidemment, les capitaux illicites, sans compter, bien évidemment, avec la finance parallèle telle que le hawala qui permet de faire des transferts de fonds sans déplacement d'argent dans un système de shadow banking. Voilà les grandes tendances et donc je crois qu'effectivement ça doit être et c'est une priorité de politique criminelle de lutter contre le blanchiment de capitaux parce qu'il met en danger tant notre état de droit que éventuellement nos démocraties. Merci beaucoup. Merci à vous.